Salut les photographes, bienvenue dans ces MPR News du mois de mai 2018. On a pas mal de news, alors il y a du matos très haut de gamme et très cher cette fois-ci, il y a d'autres trucs un petit peu plus abordables, et puis quelques petits sujets à propos de la chaîne aussi, donc on va embarquer tout de suite. Alors on commence comme d'habitude avec les photos news, et la première concerne Instagram. C'est Instagram qui permet maintenant de télécharger absolument toutes les données qu'on a mises sur Instagram. C'est quelque chose qu'on pouvait faire sur Facebook depuis très longtemps. Sur Instagram, ce n'était pas possible. Donc là maintenant, si vous allez dans votre interface, donc c'est dans l'interface web et vous allez dans l'onglet sécurité, vous pouvez les télécharger et vous allez retrouver du coup toutes vos photos, tous les commentaires qu'il y a eu dessus, toutes les personnes que vous suivez, les personnes qui vous suivaient, etc. Donc ça peut être intéressant une fois de temps en temps de faire cette petite sauvegarde-là. Le deuxième concerne Flickr. Alors Flickr a été racheté par SmugMug. Donc Flickr, c'est un peu une longue aventure quand même, parce que c'était un des sites de référence pour les photographes il y a une paire d'années. Ensuite, c'est un petit peu, petit à petit, tombé, pas aux oubliettes, mais c'est un petit peu moins dynamique. Et récemment, Flickr, donc, qui appartenait à Yahoo, a été vendu avec pas mal d'autres propriétés de Yahoo à Verizon, qui est en fait un opérateur téléphonique essentiellement, qui fait aussi un petit peu de télé aux États-Unis. Et donc Verizon n'a jamais vraiment rien fait avec Flickr. Et donc là, je trouve plutôt une bonne nouvelle de voir que Flickr est revendu à une société qui est dans le monde de la photo depuis très longtemps. SmugMug, c'est une boîte qui qui propose de faire des sites internet pour photographes en particulier, avec des galeries et des trucs comme ça. C'est des passionnés de photographie. Donc on peut imaginer qu'ils vont peut-être faire quelque chose de Flickr et qu'ils ne vont pas uniquement l'acheter comme ça. Évidemment, pour eux, le gros intérêt, c'est qu'ils accèdent à une énorme base de données de clients potentiels. Mais a priori, c'est des gens plutôt bien. Donc voilà, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de sympa avec Flickr. On verra bien en tout cas. Je crois qu'eux-mêmes ne sont pas encore exactement certains de ce qu'ils vont faire. Mais ils sont ouverts. Enfin voilà. Donc si ça peut rajouter notamment un aspect un peu plus communautaire, ce serait peut-être pas mal. Si jamais vous ne voulez pas que vos données personnelles Flickr soient transmises à SmugMug, vous avez jusqu'au 25 mai pour supprimer votre compte. Canon. Alors, c'est une personne de chez Canon qui a dit qu'enfin ils étaient prêts à cannibaliser leur gamme de réflexes par des boîtiers mirrorless. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cannibaliser? C'est un terme qu'on entend souvent. Moi-même, j'avais souvent entendu, mais sans jamais vraiment comprendre le sens exact de ce que ça voulait dire. Parce que dans mon esprit, je me disais, mais pourquoi une boîte comme Canon aurait peur de vendre moins de réflexes s'ils vendent des mirrorless? L'idée de cannibaliser, en gros, c'est de dire je vends un nouveau produit et ce produit va être en concurrence avec un de mes produits actuels, donc je vais vendre moins de mon produit actuel. Et moi, je me disais à chaque fois, mais c'est débile comme raisonnement, parce que si au final on vend autant de produits, on fait autant de chiffre d'affaires, donc très bien. Sauf que je n'avais pas tout compris, moi. Un peu bébête, le mec. C'est que la grosse difficulté, c'est que justement, si demain Canon sort un mirrorless, plein format par exemple, puisqu'il y en a déjà des APS-C, mais un mirrorless plein format, et que il y a la moitié des photographes qui sont en Canon qui disent « Ok, bah pour mon prochain achat, je vais acheter un mirrorless plutôt qu'un réflexe », ils vont faire toujours le même chiffre d'affaires, sauf que pendant ce temps-là, ils doivent développer et entretenir deux systèmes, le mirrorless et le réflexe. Ce qui veut dire qu'en fait, ils vont faire le même chiffre d'affaires, mais en ayant des coûts beaucoup plus élevés, notamment des coûts de R&D 2 fois plus élevés que s'ils avaient gardé que le réflexe. Et c'est pour ça aussi que pendant toutes ces années, et quand on est un leader comme Canon et Nikon, on est obligé d'un petit peu d'attendre, parce qu'ils continuent de vendre beaucoup de réflexes. Et donc du coup, ils sont un petit peu coincés. Ils ne peuvent pas faire comme Sony et dire « Bon, les réflexes, on laisse tomber, on fait que du mirrorless ». Parce qu'évidemment, ils vont fâcher une énorme partie de leur clientèle s'ils font ça. Et donc, ils étaient obligés d'attendre suffisamment longtemps pour que le mirrorless devienne suffisamment populaire pour pouvoir se dire « Ok, là maintenant, on sait que si on sort un mirrorless, la R&D qu'on va mettre dedans va commencer à être un peu rentable et on est prêt à cannibaliser notre partie réflexe qui va du coup il va y avoir un coût assez important, mais ils ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui. Enfin voilà, c'est intéressant de penser à ces choses-là, c'est aussi ces types de raisons-là qui ont fait que Kodak a disparu et a raté le virage du numérique. C'est que quand d'autres fabricants arrivaient et disaient bah, « nous, on ne fait plus que du numérique », bah, Kodak, qui vendait énormément de pellicules, ne pouvait pas se permettre de faire ça. Parce que c'est un choix d'entreprise à un moment de dire ben, on fait la bascule complète ou on ne la fait pas. Et donc, quand on a un énorme business sur l'ancienne technologie, c'est très difficile de faire le virage. Voilà. Bref, Nikon, eux, ils ont carrément annoncé que leur mirrorless Pro, alors on ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire, mais bon, c'est du plein format a priori,
sera disponible pour le printemps 2019. Donc ça approche, ça vient. On peut espérer aussi qu'il y aura des mirrorless éventuellement montrés chez Canon et chez Nikon pour Photokina donc, en septembre de cette année. Donc on verra bien. DxO Labs, qui est en redressement judiciaire. Alors DxO Labs, c'est pas exactement pareil que DxO Mark. C'était DxO avant, ils se sont séparés en DxO Mark et DxO Labs. DxO Mark, c'est toute la partie test, voilà, test en laboratoire et tout ça, des optiques, des machins comme ça, et puis ils vendent d'autres trucs à côté. DxO Labs, c'est la partie qui faisait le logiciel, alors DxO Optics Pro avant, qui maintenant s'appelle DxO Photolab, qui a racheté Nik Collection, et puis le petit appareil photo DxO One, qui se branche sur un smartphone, voilà, qui a plutôt fait un flop, je pense. Donc voilà, ils sont en redressement judiciaire. Eux se veulent très optimistes en disant que ça va juste leur permettre de se restructurer. Peut-être, pourquoi pas, mais voilà, on attend de voir, mais j'espère que ça va bien se passer quand même pour DxO. On part sur des news MPR. Alors, comme d'habitude, je vous annonce le prochain live qui aura lieu donc ce mardi 8 mai à 21h. Comme d'habitude, on a un petit jeu, un petit débat, une revue de photos, puis quelques questions-réponses. Donc voilà, soyez présents, c'est cool. Ou si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous avez déjà des anciens lives. Donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. C'est super sympa, on passe un bon temps. Et puis en 1 heure, on essaie de caler 4-5 temps différents, comme ça c'est assez dynamique. Et puis voilà. N'oubliez pas de mettre la cloche et définir un rappel. Donc si vous mettez la cloche et définir un rappel sur la vidéo que je vous mets en dessous, eh ben, ça vous permettra du coup d'être automatiquement notifié quand le live démarrera. Voilà. Le voyage en Californie. Alors je vais petit à petit vous reparler de quelques étapes du voyage pour peut-être donner envie à certains. Donc voilà, je voulais d'abord appuyer sur Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville où j'ai habité pendant 3 ans parce que ma femme avait un boulot là-bas. On a notre fille qui est née là-bas, donc c'est une ville que moi personnellement j'aime énormément. Et ce qui est un petit peu compliqué quand on est voyageur, c'est que c'est une ville qui s'apprécie plus quand on y vit que quand on la visite. Beaucoup de voyageurs qui vont aux États-Unis préfèrent largement San Francisco, par exemple. On passera aussi à San Francisco, évidemment. Mais la difficulté, c'est que Los Angeles, il y a tellement de choses associées à Los Angeles qu'en général, on va voir les mauvaises choses quand on est voyageur. On va visiter, on va dans un parc d'attractions avec des studios, on va à la plage, enfin voilà, des choses qui ne sont pas très typiques en fait réellement de là-bas. Et donc là, l'idée, c'est que moi, je vous emmène dans des coins un peu typiques et des endroits où vont les gens qui vivent à Los Angeles. Donc, en tout premier lieu, Downtown, qui est le centre-ville, qui est assez petit pour une ville de cette taille. Los Angeles, c'est 100 km par 100 km, donc c'est très très grand. Mais Downtown est relativement petit, et ce qui est assez sympa, c'est que du coup, on peut tout faire à pied. Et on a le quartier d'affaires avec des immenses buildings, et donc en termes de photos d'architecture, ce sera super. Il y a le Walt Disney Concert Hall qui est magnifique de l'architecte Frank Gehry. On a aussi donc Chinatown, le quartier japonais, le quartier mexicain, qui sont tous un petit peu dans le même coin, avec à chaque fois des ambiances super différentes. Donc on a voilà, plein d'opportunités photos à Downtown. Griffith Park, qui est un petit parc sur les hauteurs, donc un petit peu à l'est d'Hollywood, qui permet d'avoir une magnifique vue sur la ville, et notamment le Griffith Observatory, donc l'observatoire qui est en premier plan. Donc ça permet de faire des super photos. Donc évidemment, coucher de soleil là-bas. Et puis mon gros coup de cœur, moi, c'est UCLA. Alors c'est vrai que nous, on habitait dans ce quartier-là. UCLA, c'est l'Université de Californie à Los Angeles, qui est une énorme université, je crois que c'est 50 000 étudiants, un truc comme ça, et qui est vraiment extra, d'autant plus que là, on y sera à une période où il y aura des étudiants. Donc ce sera vraiment plutôt sympa, ce sera bien vivant, et c'est immense, il y a des tas de bâtiments assez jolis en architecture en briques. Les espaces verts, l'ours, assez symbole de UCLA, enfin voilà, les terrains de sport, enfin voilà, l'université comme vous l'imaginez à l'américaine, et ben là on est en plein dedans, et il y a des tonnes d'opportunités photos au sein même de UCLA. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo là-dessus, et puis on fera la suite au prochain épisode. Les achats matos. Vous savez, depuis maintenant quelques années que je suis sur cette chaîne, je vous recommande souvent d'acheter du matériel sur Amazon. Et puis, je mets en général un autre lien vers un site français à côté. J'ai un petit peu bougé entre Miss Numérique, après j'avais mis un petit peu de comment il s'appelle, Digixo, et puis un petit peu de Pixedo, et puis je suis revenu sur Miss Numérique. La vérité dans tout ça, c'est que moi personnellement, j'ai souvent longtemps aimé faire mes achats sur Amazon. Et je vous avoue que pour les achats photos, j'aime de moins en moins. Même d'une manière générale, je trouve qu'Amazon devient de plus en plus... Je ne parle pas des conditions de travail, des machins comme ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Je parle en tant qu'expérience client.
je trouve que sur Amazon, on trouve de plus en plus de trucs pas chers et peu qualitatifs. On trouve de temps en temps des bonnes affaires, mais c'est difficile. Et notamment en termes de photos, il y a énormément de marques qu'on ne trouve pas sur Amazon. Si vous cherchez du Elinchrom, si vous cherchez même souvent du Sony, si vous cherchez en général les dernières nouveautés photos, il y a souvent des exclusivités chez les distributeurs officiels et donc souvent Amazon n'en fait pas partie. Et je trouve ça un petit peu embêtant en fait. Voilà, et d'une manière générale, je vous dis, j'ai l'impression que ça se dégrade petit à petit. En tout cas, l'aspect un peu qualitatif d'Amazon, je trouve, se dégrade. Donc j'ai envie de trouver d'autres sites de vente, et notamment les sites français, pour les recommander toujours plus. Donc depuis le début, c'est vrai que Miss Numérique avant, j'aimais pas spécialement, parce que ça faisait un peu sapin de Noël, on avait l'impression qu'il y avait des promos partout, donc genre il y a tellement de promos qu'il n'y en avait pas en fait en réalité. Tout le monde me disait Digit Photo c'était bien, donc j'étais allé voir. Digit Photo, le site a l'air un petit peu austère, mais c'est plutôt correct. Les prix sont plutôt bons aussi. Par contre, le truc qui m'embêtait, c'est qu'il n'y avait pas de programme d'affiliation. Alors, vous allez dire que je suis peut-être un petit peu, un peu grippe-sous, mais c'est vrai que quand on met des liens sous toutes les vidéos, autant mettre des liens qui ont une affiliation. Et il se trouve que Digit Photo, a priori, est en train de mettre ça en place, donc ça peut être cool. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que j'ai envie de trouver un magasin, une boutique en ligne que je pourrais recommander parce que les gens sont cool, parce qu'ils font du bon boulot, parce que les prix sont corrects et parce que c'est une boîte française qui distribue dans les règles de l'art. Et donc pour moi, aujourd'hui, je suis entre Miss Numérique et Digit Photo, donc je suis en contact avec eux. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est en train de se mettre en place. Et si ça se trouve, on verra, mais si ça se trouve, si on a des bonnes relations, ils pourraient peut-être aussi me prêter du matos. Bon voilà, on va discuter un petit peu de tout ça. Donc je vous donnerai aussi la suite prochainement. Je voulais revenir sur le test APS-C versus full frame en pratique, parce que ça a pas mal fait jaser quand même, et c'est un petit peu différent d'habitude. C'est-à-dire que, bon, vous savez, je suis très ouvert à la critique. Je sais que ce que je fais sur cette chaîne n'est pas parfait, loin d'être parfait. Il y a des fois des erreurs, c'est le jeu, c'est normal. Et en général, quand je fais des erreurs et que vous me le dites dans les commentaires, je reconnais qu'effectivement, il y avait une erreur et il n'y a pas de souci. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a eu énormément de commentaires qui remettaient en cause le protocole de test de mon test APS-C versus full frame, donc avec le 70D et le 5D Mark III. Et en fait, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis toujours complètement raccord avec les tests que j'ai faits. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, déjà, merci pour les commentaires, parce qu'ils étaient tous très, très constructifs, à quelques exceptions près, mais ça, c'est pas très grave. Et donc voilà, pour moi, alors les principales critiques, c'était quoi? Les principales critiques, c'était t'as pas utilisé la même focale avec le même objectif, donc il y a un biais parce qu'un objectif à 70 mm va avoir des propriétés optiques différentes que le même objectif à 40 mm. C'est vrai, il y a un biais. J'ai fait attention de prendre des objectifs, j'ai bien vérifié que les objectifs étaient très homogènes, c'est-à-dire qu'ils sont bons sur toute la plage focale et donc globalement, il ne devrait pas y avoir d'écart énorme entre une photo prise à 70 mm et une photo prise à 40 avec le même objectif. Si j'avais dû faire des photos avec le même objectif, avec la même focale, évidemment mon cadrage aurait été différent entre les deux photos. J'aurais testé à ce moment-là exactement le piqué de l'optique, voilà, j'aurais testé l'optique en fait en réalité. Et ça ne m'intéresse pas. Et ces tests-là, en plus, vous les avez sur DxO ou les sites comme ça, et ils sont bien mieux faits là-bas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un test pratique. Donc, je pense que j'ai mal expliqué ma démarche, donc je vais vous la réexpliquer ici. Moi, ce qui m'intéressait en tant que photographe de paysage, c'était de voir si, pour des photos de paysage, il y avait une différence entre un plein format et un APS-C. Et en photographie de paysage, et c'est encore une fois différent en portrait et ailleurs, c'est pour ça que je comprends un peu vos critiques aussi, en photographie de paysage, on est à un endroit, et on essaie de prendre en photo un cadrage qui nous plaît depuis cet endroit. Si on me dit qu'il faut reculer pour avoir le même cadrage, en photo de paysage, parfois il va falloir reculer d'1 kilomètre ou de 2 kilomètres. Donc c'est juste pas possible. Donc je suis à un endroit, je veux un cadrage précis, j'ai un APS-C dans une main, j'ai un plein format dans l'autre, et bien sur l'un je vais faire une photo à 20 mm et sur l'autre je vais faire une photo à 32. Et c'est comme ça. Donc je veux comparer 20 mm avec 32. Parce que c'est la réalité sur le terrain. Et c'est aussi probablement une des raisons pour lesquelles le plein format est adapté pour les photographes de paysage, parce que pour les angles très très grands, on est obligé d'avoir des focales tellement courtes sur APS-C que les optiques ne sont pas de bonne qualité. Donc c'est justement parce qu'on a cette conversion qu'on peut avoir des meilleures optiques sur plein format. Voilà, donc ça c'est une des choses.
Alors d'autres personnes ont dit, alors ça qui était intéressant aussi, c'est que beaucoup de personnes critiquaient le protocole en disant tu l'as pas bien fait, etc. Et après tous proposaient, expliquer quel était le protocole qu'il fallait que je mette en place. Sauf que j'ai à peu près 5 protocoles différents selon les réponses des uns et des autres, donc vous n'êtes pas d'accord avec vous les uns avec les autres. Et la vérité, c'est qu'il n'y en a pas de parfait en fait. C'est-à-dire que si j'avais fait un autre protocole, si j'avais fait par exemple ce qu'on m'avait dit, de dire bah, tu te mets au même endroit, tu prends une photo à 35 mm par exemple avec ton plein format et ton APS-C, et tu recoupes dans ton plein format pour avoir le même cadrage que sur ton APS-C. Bah oui, mais dans ce cas-là, je compare une photo qui fait 20 mégapixels avec une photo qui en fait 12 ou 13. Donc ça colle pas parce que je vais forcément avoir un biais parce que j'aurai pas la même densité de pixels sur ma photo. Il n'y a pas de solution parfaite en fait. Voilà, moi je voulais tester exactement, dans le cadre d'un photographe de paysage, la réalité des choses. Et donc voilà, même focale en reculant. Alors en reculant, on peut avoir un autre problème aussi, c'est que bon, comme je vous disais, pour moi, c'était pas cohérent. Et en plus de ça, quand on recule, on va avoir plus d'atmosphère dans le chemin optique. Donc ça aussi, ça va perturber la photo. Donc voilà, pour moi, il n'y avait pas de solution parfaite et je reste persuadé que mon test était bon. En tout cas, mon test était intéressant pour moi. Ça m'a permis d'avancer dans ma réflexion sur l'intérêt ou pas d'un plein format. Donc c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Je ne voulais pas juste faire un test sans le partager et je l'ai partagé avec vous, mais je pense que je ne l'ai pas suffisamment expliqué, donc j'espère que maintenant c'est un petit peu plus clair pour vous. Et je suis bien d'accord qu'il n'est pas parfait le test. Ensuite, on arrive aux news de matos. Alors, l'AOA a annoncé quelques objectifs, notamment un 4 mm f2.8 fisheye. Alors c'est pour micro 4 tiers, mais c'est quand même du méga fisheye. Il prend un angle de vue de 210 degrés, donc c'est plus large que 180 degrés. Voilà, les prix ne sont pas encore annoncés. Ils annoncent un 10-18 mm f4.5.5.6 pour plein format. C'est-à-dire que vous allez avoir du 10 mm sur un plein format, ça va être aussi super, super méga grand angle. Pour tout vous dire, là actuellement, je teste un 12-24 mm sur plein format. Et je peux vous dire que c'est déjà extrêmement grand angle. Ça déforme, mais de malade. Donc 10-18, j'imagine même pas. Et avec l'intérêt, c'est qu'il y a une petite encoche pour mettre un filtre à l'arrière. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et c'est pour monture Sony plein format uniquement. Et puis la OA aussi annonce le 100 mm macro 2.1 f2.8 pour plein format aussi, pour Canon, Nikon, Pentax et Sony. Le prix n'est pas annoncé aussi. Alors notez que les optiques Laowa sont généralement de très bonne qualité optique. Par contre, elles sont toutes manuelles. Et en général, c'est assez abordable en termes de prix. Donc voilà, il faut savoir que c'est manuel. Mais par exemple, pour une optique macro, c'est pas trop gênant. Et pour un très grand angle, c'est pas trop gênant non plus en fait d'être en manuel. Tamron, ça y est, on a la date de sortie du 28-75 mm pour Sony encore. Désolé, là c'est pas moi, j'ai pas fait le tri, je vous promets. 28-75 f2.8 pour Sony plein format, avec l'avantage d'avoir un design relativement compact et assez léger et aux alentours de 900 €. Donc ça c'est assez intéressant parce que sur les objectifs de type kit, on va dire des 24-70 dans cette gamme-là de focales, chez Sony il n'y a pas énormément de solutions. Il y en a une à ouverture variable qui est celle de l'objectif kit qui est vraiment dégueulasse, je vous en reparlerai mais elle est vraiment pas belle en termes de qualité d'image. On a la Zeiss F4, donc 24-70 qui coûte aux alentours de 1000 € mais qui est F4. Et puis ensuite on a la Sony 24-70 f2.8 qui doit être aux alentours de 2000 €, donc très cher. Donc du coup celle-là à 1000 € en f2.8 ça peut commencer à être intéressant. Donc voilà, je serais assez intéressé de voir ce que ça donne. J'ai déjà demandé à Tamron pour voir s'il pourrait me le prêter éventuellement pour le tester. Ensuite, Blackmagic a annoncé la sortie d'une caméra vidéo. Alors Blackmagic, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 4-5 ans, ils ont sorti la première caméra qui permettait de filmer en RAW. Et ce qui est assez intéressant avec Blackmagic, c'est qu'ils ont une forme de réflexe, mais c'est des caméras entièrement dédiées à la vidéo. Je ne sais même pas si vous pouvez faire des photos avec. Et là, cette fois-ci, donc c'est la deuxième version, 4K en RAW à 60 images par seconde, donc c'est du total délire pour les vidéastes. Micro 4 tiers, donc vous avez tout un tas d'optiques différentes qui peuvent se monter dessus. Et vous pouvez même brancher un disque dur SSD directement pour enregistrer sur le disque dur. Donc voilà. Et le prix est seulement de 1300 $, donc j'étais vraiment étonné de voir ce prix qui est très bas. Alors on paye peut-être le fait qu'elle soit absolument horrible cette caméra, j'ai l'impression, mais c'est vraiment pas cher du tout, à tel point qu'on peut finir par se demander est-ce que ça peut pas commencer à devenir intéressant d'avoir une caméra pour la vidéo et un appareil photo pour la photo, là où ces derniers temps le fait d'avoir un truc polyvalent était quand même plus intéressant.
Pour moi, c'est toujours plus intéressant d'avoir quand même un truc qui fait les deux, ne serait-ce qu'en termes de gamme d'objectifs, parce que du coup, on n'est pas obligé d'acheter deux gammes d'objectifs différentes. Canon a annoncé la sortie du Ivy, donc une toute petite imprimante, mini imprimante qui fait 12 cm sur 8 sur 2. 160 grammes, 130 $, et puis aux alentours de 50 centimes par photo, parce qu'on va acheter le papier à chaque fois. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas si vous utilisez ce type de petites imprimantes. Le gros avantage, c'est de pouvoir imprimer directement sur le lieu de la prise de vue. Selon les activités, ça peut être intéressant. Je ne sais pas, photo de rue par exemple, ça peut être cool. Rolleiflex. Donc Rolleiflex, c'est des vieux appareils photo, vous savez, ceux avec la visée par le dessus. Et c'est alors comment on appelait ça? Je sais plus. C'est pas des SLR, c'est des DLR, c'est des Dual Lens Reflex, c'est pas des Single Lens Reflex. Donc c'est des appareils réflex, donc avec miroir. Et Dual Lens, c'est-à-dire qu'il y avait deux objectifs, un pour la visée et un pour la prise de vue, pour l'exposition. Et ils ont sorti, donc en ce moment sur Kickstarter, une version pour faire de l'instantané. Donc vous avez la même expérience de prise de vue et vous mettez dedans des films Instax Mini de chez Fujifilm. Et donc voilà, c'est 400 $ pour ceux que ça intéresserait, mais je trouve ça plutôt intéressant, même quoique un peu cher quand même. Ensuite, allez c'est parti, là on est parti dans les trucs qui coûtent bonbon. Donc Meilleure Optique qui font des superbes objectifs aussi, qui sortent le Nocturnus 75 mm f0.95. Donc ouverture de malade pour plein format, pour appareil photo Leica, Sony et Fuji. Prix d'appel 3500 $. Voilà, sortez le portefeuille. Mais du coup Leica, eux, ils sortent aussi un objectif 16-35 mm f3.5 4.5, plein format. Donc plein format pour leur Leica, 5500 $. On continue, c'est parti. Canon. Alors Canon, ça c'est une petite histoire qui est assez marrant. C'est un photographe allemand, je crois, un photographe photographe même vidéaste plutôt, animalier, qui a proposé un challenge à Canon, qui leur a dit ce qui serait génial, c'est de pas, quand on est dans des conditions difficiles, dans la tempête, machin, etc., de ne pas avoir besoin de changer d'objectif et d'avoir toutes les focales entre 50 et 1000 mm pour pouvoir zoomer et faire toutes nos prises de vue avec le même objectif. Et chez Canon, ils ont dit chiche, ils ont mis une équipe dessus, et ils ont sorti, alors ils l'ont sorti en 2014 ou 2015, je crois, mais j'ai juste vu la news là aujourd'hui, puis ils ont refait surtout une vidéo qui expliquait toute la conception de cette optique. Et donc ils ont sorti un 50 1000 mm T 5.0 8.9, donc T c'est l'équivalent des F mais pour la vidéo. Et ils ont même rajouté un convertisseur 1.5 dedans. Donc c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 1500 mm. Et ça coûte 70 000 $. C'est honnête, ça va. Ça va, pas mal. Vous pensez que c'est le plus cher d'aujourd'hui? Non, il y a plus cher encore. Large Sense, c'est un nouveau fabricant d'appareils photo aux États-Unis qui sort le LS911. C'est le premier, on va dire, premier appareil photo numérique à capteur extra large. Et quand on dit extra large, c'est que le capteur il fait 9 pouces x 11 pouces. Donc si on multiplie par 2,5, on a quelque chose qui va faire à peu près un truc big comme ça. Vous voyez la taille du capteur, quoi. Un truc monstrueux. C'est 50 fois la surface d'un moyen format, 50 fois la surface d'un Hasselblad. Ok. Le capteur fait malgré tout 12 mégapixels et le tout est vendu, sans objectif, aux alentours de 106 000 $. Des grands malades. Voilà, bref, je voulais finir sur ces news complètement délire. Je sais que je ne vais pas vous demander combien d'entre vous vont l'acheter, mais je voulais juste terminer sur une petite note. En mai, faites les photos qu'il vous plaît, parce que je n'ai pas de petit coup de pouce à donner ce mois-ci. Donc voilà, je veux juste vous proposer de faire les photos qui vous plaisent en mai. Donc en mai, vous sortez, vous oubliez toutes les règles de la photographie, vous oubliez de faire des photos pour votre Facebook, pour vos amis ou je sais pas quoi. Allez faire des trucs qui vous plaisent, faites-en des photos et puis je pense que vous serez heureux comme ça. Voilà, à bientôt, salut!